Zodiac filant dans la nuit noire, avions volant au ras des flots, drones invisibles. Pendant des décennies, les trafiquants ont tout essayé. Mais aujourd'hui, quelque part sous la surface de l'Atlantique, un ancien boxeur professionnel et 2 hommes pilotent la nouvelle arme du trafic. Un sous-marin artisanal de 22 mètres. Pour Agustín Álvarez, cette traversée de 27 jours allait devenir son dernier combat. Sur les côtes paisibles de Galice, les pêcheurs sortent leurs bateaux chaque matin. Les mouettes volent, tout semble normal, sauf que sous leurs pieds, dans un espace plus petit que votre salle de bain, 3 hommes pilotent un sous-marin fait maison, transportant assez d'argent pour acheter 300 Ferrari. Direction, les côtes européennes. Cette nuit, leur voyage de 27 jours va prendre un tournant inattendu. Dans la nuit du 27 novembre 2019, au large des côtes galiciennes, une anomalie détectée sur les radars a déclenché une mobilisation sans précédent. Le centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime, basé au Portugal, a rapidement identifié la présence d'un narco sous-marin, un véhicule semi-submersible conçu pour passer inaperçu, assemblé dans des ateliers clandestins en Colombie ou en Guyane. Ce type d'engin est le résultat d'une évolution technologique entamée dans les années 1990, lorsque Pablo Escobar expérimentait des moyens maritimes inédits pour contourner les contrôles. Aujourd'hui, ces sous-marins sont conçus pour transporter d'importantes cargaisons de drogue en minimisant leur signature radar, grâce notamment à une coque en fibre de verre et à des systèmes de réservoirs à ballast qui permettent de rester presque submergés. Dans ce récit, nous détaillerons comment l'information a été recueillie, comment l'opération a été préparée et exécutée avec une coordination internationale exceptionnelle. Dans la nuit du 27 novembre 2019, alors que l'Atlantique était plongé dans l'obscurité, les opérateurs d'un centre de surveillance en Galice remarquèrent un signal anormal sur leurs écrans. Ce point clignotant, qui ne correspondait à aucun trafic habituel, indiquait qu'un engin évoluait à une altitude extrêmement haute, une technique classique pour réduire la détection par les radars. Les premières analyses techniques montrèrent que cet engin était un narco sous-marin. Conçu pour minimiser son empreinte, il possédait une coque réalisée en fibre de verre, matériau prisé pour sa faible signature électromagnétique et acoustique. De plus, ses réservoirs à ballast lui permettaient d'ajuster sa flottabilité, naviguant presque entièrement submergé pour échapper au système de détection. Ces caractéristiques font partie intégrante des SPSS, Self-Propelled Semi-Submersibles, dont la conception a évolué depuis les premières expérimentations maritimes initiées par Pablo Escobar. C'était autour de minuit. J'ai immédiatement remarqué ce point clignotant qui ne correspondait à rien de normal. Dès que j'ai vu ce signal, j'ai alerté mes supérieurs et en quelques minutes, notre cellule opérationnelle était en alerte maximale. L'information fut transmise sans délai aux autorités du centre opérationnel du Portugal, qui collaboraient étroitement avec des agences internationales pour mobiliser une réponse coordonnée. On estimait déjà que l'opération impliquerait environ 240 agents issus de plusieurs pays afin de garantir une interception rapide et efficace. Suite à la confirmation de l'alerte, une réunion d'urgence fut immédiatement organisée dans le centre opérationnel de Galice. Sous la houlette du préfet Xavier Lozada de Aspiazu, les experts procédèrent à l'analyse des images issues des radars, des drones et des satellites. Il fut rapidement établi que l'engin, mesurant environ 22 mètres, se déplaçait à une vitesse modérée, mais avec une extrême discrétion, grâce à sa capacité à rester presque entièrement submergé. Composition technique de Elche. Les informations techniques révélées lors de l'analyse permettèrent de comprendre la conception de ce narco sous-marin.
La coque, fabriquée à partir de fibres de verre, est l'élément clé de la furtivité. Ce matériau est choisi pour sa légèreté et sa capacité à absorber les ondes radar, rendant l'engin pratiquement invisible au système de détection moderne. Les réservoirs à ballast, intégrés dans la structure, ces réservoirs permettent de contrôler la flottabilité de l'engin. En ajustant la quantité d'eau dans ces réservoirs, le sous-marin peut naviguer très près de la surface, réduisant ainsi son empreinte thermique et acoustique. La soute à cargaison. Occupant la majeure partie de l'espace intérieur, la soute est spécialement aménagée pour stocker jusqu'à 3000 kg de cocaïne. Les paquets sont soigneusement scellés afin d'assurer une protection maximale contre les dégradations durant le long voyage transatlantique. La cabine de pilotage est de vie. Cette zone, très exiguë, accueille l'équipage de 3 personnes. Destinée à supporter un voyage de 27 jours en mer, elle est conçue de manière à optimiser chaque centimètre, bien que les conditions de vie soient extrêmement difficiles. Le compartiment moteur, situé à l'arrière du sous-marin, ce compartiment abrite un moteur diesel de 300 à 350 chevaux. Couplé à de grands réservoirs de carburant, il offre une autonomie d'environ 6200 km, permettant ainsi de traverser l'Atlantique sur un parcours qui peut durer de 27 à 28 jours. Le positionnement du moteur, isolé thermiquement, aide à réduire la signature infrarouge de l'engin. Ces caractéristiques montrent à quel point les trafiquants ont perfectionné la conception de ces engins pour maximiser leur efficacité et leur furtivité. Nous avons pu visualiser, grâce aux images des drones, la structure du sous-marin. Chaque compartiment était précisément optimisé et le positionnement du moteur à l'arrière, associé au réservoir de carburant, permettait une autonomie exceptionnelle tout en minimisant la détection. Nous savions que nous étions face à un engin de haute technologie, fruit d'années d'évolution dans le trafic de drogue. La préparation de l'opération impliquait également une coordination internationale rigoureuse. Des cutters de la Coast Guard furent dépêchés, des hélicoptères furent positionnés pour fournir une couverture aérienne et des drones furent déployés pour suivre en temps réel la trajectoire du narco sous-marin. La phase de planification visait à déterminer le meilleur moment et la meilleure méthode pour forcer l'engin à remonter à la surface. Alors que la tempête faisait rage sur l'Atlantique, le narco sous-marin continuait sa course silencieuse, malgré les conditions extrêmes. Derrière la simplicité apparente de sa coque en fibre de verre, se cachaient des systèmes de communication ultra sécurisés et des dispositifs d'autonomie permettant d'ajuster la trajectoire en temps réel. Ces innovations témoignent de l'ingéniosité des trafiquants qui ont perfectionné leurs méthodes pour échapper aux technologies de détection modernes. Les forces de l'ordre, menées par Javier Lozada de Aspiazú et soutenues par les analyses expertes de Robert J. Bunker, se sont battues avec détermination pour contrer cette technologie avancée. Lorsque le moment décisif arriva, le cutter de la Coast Guard s'approcha rapidement de la zone d'interception. Sous le couvert de la nuit, des hélicoptères équipés de caméras thermiques survolaient par moments la zone pour fournir des images en temps réel, tandis que des drones affinaient la localisation exacte de l'engin, et les unités aériennes, qui projetaient des faisceaux lumineux puissants pour éclairer l'engin, permit de briser la stabilité hydraulique du sous-marin. L'intervention reposait sur une manœuvre audacieuse, forcer le narco sous-marin à remonter à la surface. Pour y parvenir, les agents utilisèrent des treuils et des câbles conçus spécialement pour déclencher l'ouverture de la trappe de décompression. Grâce à une coordination internationale exemplaire et à l'emploi de technologies de détection de pointe, les forces de l'ordre ont pu forcer cet engin à remonter à la surface et saisir une cargaison de 3 tonnes de cocaïne. Dès que notre cutter s'est approché de la position indiquée, nous avons lancé l'opération. Nos treuils ont été activés et, en quelques minutes, nous avons réussi à forcer l'ouverture de la trappe de décompression. Nous avons alors intercepté 2 membres de l'équipage, originaires d'Équateur, alors qu'un 3e parvenait à s'échapper dans l'obscurité de la nuit. Cette interception, qui a permis de saisir une cargaison de cocaïne,
d'une valeur estimée à 100 millions d'euros, représente la première opération de ce type sur le sol européen. Baptisée Opération Marea Negra, elle démontre l'efficacité d'une réponse internationale, même face à des engins conçus pour défier la détection par tous les moyens connus. Une fois l'intervention terminée, la cellule opérationnelle se réunit pour analyser minutieusement toutes les données recueillies. Les experts, parmi lesquels l'éminent Robert J. Bunker, examinèrent les images, les relevés radars et les enregistrements thermiques pour reconstituer l'ensemble de l'opération. Les statistiques les sont impressionnantes. Selon les données disponibles, entre 25 et 40 narcos sous-marins quittent l'Amérique du Sud chaque année et la Coast Guard américaine a intercepté 7 de ces engins en seulement 2 mois en 2017, saisissant plus de 10 300 kg de cocaïne. Néanmoins, il est estimé qu'environ 70% des sous-marins continuent d'opérer dans l'ombre, échappant au filet de surveillance. Après l'interception de Elche, les 3 trafiquants identifiés, Agustín Álvarez, Luis Tomás Benítez Manzaba et Pedro Roberto Delgado Manzaba, furent immédiatement placés en garde à vue. Leur procès, tenu en Espagne, s'appuya sur l'ensemble des preuves collectées lors de l'opération. Ayant plaidé coupables, ils furent condamnés à des peines variant entre 12 et 13 ans de prison chacun, marquant une victoire significative dans la lutte contre le trafic de drogue maritime. L'interception de ce sous-marin nous a offert un précieux retour d'expérience. Nos analyses montrent clairement que, malgré nos avancées, une grande partie des narcos sous-marins restent en activité. Ce jugement, bien qu'il représente une victoire, souligne l'ampleur du défi qui reste à relever. Chaque interception, chaque évasion démontre que la frontière entre ce qui est détectable et ce qui reste invisible se rétrécit jour après jour. Même avec toute notre technologie, nous étions confrontés à une ingéniosité qui nous forçait à repenser constamment nos stratégies. Cette opération nous a clairement montré que, malgré notre succès, le combat contre ces narcos sous-marins est loin d'être terminé. L'interception du narco sous-marin, Elche, constitue une avancée historique dans la lutte contre le trafic de drogue en Europe. Cependant, malgré cette victoire, les analyses indiquent qu'environ 70% des narcos sous-marins continuent d'opérer dans l'ombre. L'innovation qui continue, des trafiquants qui perfectionnent constamment leurs moyens pour éviter la détection, rappelle que le défi reste immense. Si cette plongée dans les coulisses vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions ou vos questions sur cette interceptation historique. C'est ma première vidéo sur la chaîne et j'aimerais beaucoup connaître les aspects de cette opération qui vous ont le plus marqué. Pour ne pas manquer mes prochaines enquêtes sur des opérations exceptionnelles, pensez à vous abonner. Et si vous avez apprécié ce récit, un petit pouce bleu m'encouragera à continuer à partager avec vous d'autres histoires tout aussi fascinantes. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.